nous avons monsieur Charlotte. Merci. Qui est en Master 1. De pénal. Master 2 pénal. Voilà, on donne bien le dossier. Voilà. Je vous laisse. Ah oui, je suis là, c'est bon. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Alors, vous êtes bien monsieur Gaëtan Vitou? C'est ça. Votre nom, ça s'écrit V-I-T-O-U. V-I-T-O-U. Et vous êtes né le 6 septembre 1983 à Tourcoing. Oui. Vous êtes de nationalité française, de profession vous êtes animateur, et au moment de la convocation, vous résidiez 49 résidence de la Plage à Wany. Toujours le cas? C'est toujours le cas. Alors vous comparaissez devant le tribunal aujourd'hui, monsieur, pour avoir à Marc-en-Barœul le 30 août 2012 et le 31 août 2012, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, imposé à la vue de mesdemoiselles Raphaël Batte, Yolande Altier, Bérénice Mortier, qui était vendeuse au magasin Aubade et galerie marchande du centre commercial Destock, une exhibition sexuelle. En l'espèce, avoir exhibé votre sexe, vous êtes masturbé dans un lieu accessible au regard du public, dans des cabines d'essayage du magasin, les rideaux 3/4 ouverts. Cet délit d'exhibition sexuelle, il est prévu et réprimé par les articles 222-32 et suivants du Code pénal. Alors monsieur, je vais rappeler brièvement l'état de la procédure, ce qui vous est reproché, ce qui figure au-dessus, et vous aurez bien entendu ensuite l'occasion de vous expliquer. Alors, les policiers sont appelés le 31 août vers 15h20 par le service de sécurité du centre commercial Destock à Marc-en-Barœul pour un individu qui aurait été interpellé pour exhibitionniste. C'est reçu par l'agent de sécurité qui les dirige vers le magasin Aubade, la galerie commerciale, et il constate votre présence. Et l'agent de sécurité explique qu'il vous a trouvé dans une cabine, rideau aux 3/4 ouverts, nu, le sexe en érection. Il explique que les vendeuses lui ont déclaré que vous aviez pris pour prétexte d'essayer un maillot de bain, et ce faisant, progressivement ouvert le rideau de plus en plus, de solliciter sous des prétextes divers et variés les vendeuses pour venir vous voir, et vous êtes mis nu et vous seriez masturbé. Vous êtes interpellé sans incident particulier et placé en garde à vue. Alors, on commence par entendre du côté de la police mademoiselle Raphaël Batte, qui est vendeuse dans ce magasin Aubade. Elle explique que son magasin vend surtout des maillots de bain qu'elle vous connaissait, parce que vous étiez un client qui était déjà venu plusieurs fois dans les jours précédents, notamment la veille et une fois la semaine précédente. Elle explique que vous avez pris 2 maillots de bain, que vous êtes allé dans une cabine d'essayage et qu'elle a remarqué que ça bougeait pas mal dans la cabine. Vous sortiez la tête, vous demandiez des renseignements sur la taille du maillot de bain, vous lui demandiez de venir voir. Et à cette occasion, elle a vu que vous étiez vêtu uniquement du maillot de bain, et elle dit que vous lui avez déclaré que le maillot de bain était trop petit et que vous avez baissé votre maillot de bain. Elle n'a pas regardé, et elle a dit qu'elle allait chercher notre taille. Elle vous a donné un autre maillot de bain sans regarder. Et à ce moment-là, elle a vu que vous laissiez le rideau de la cabine ouvert, que vous aviez un mouchoir dans la main. Elle retourne à la caisse, et là, depuis la caisse, elle a vu que vous étiez en train de vous masturber dans la cabine, rideau quasiment complètement ouvert. D'après elle, il n'y a pas de doute, vos gestes étaient sans équivoque, et votre état d'érection tout autant. Elle dit qu'elle a été choquée, d'autant plus, elle a été choquée, et d'autant plus un certain nombre de clientes qui se trouvaient dans la boutique avec des jeunes filles, pas leurs enfants, des jeunes filles pas bien âgées. Elle dit qu'elle a appelé le PC sécurité, et que l'agent de sécurité vous a ouvert. Elle précise qu'à ce moment-là, vous étiez entièrement nu, et que vous étiez déjà venu la veille, et qu'il y avait déjà eu un incident du même type avec une autre vendeuse qui s'appelle Madame Altigo. Alors, on a entendu Madame Altigo.
Elle dit en effet que le jour des faits, elle n'était pas présente le jour de votre interpellation. Par contre, elle était là la veille et que la veille, vous aviez effectué le même type de manège en venant essayer des maillots de bain et elle a constaté, alors qu'elle était au niveau de la caisse, que vous aviez laissé le rideau ouvert et que vous aviez la main sur le sexe et que vous faisiez des gestes qui, là encore, étaient totalement sans équivoque de masturbation, le sexe visible en érection. Une autre vendeuse, mademoiselle Mortier, donc, qui est là le jour de votre interpellation, est entendue. Elle relate le déroulement des faits d'une manière générale, le fait que vous alliez dans la cabine, que vous appeliez, etc. Elle dit qu'elle ne vous a pas vu directement vous masturber. Néanmoins, elle confirme pour l'essentiel le reste des déclarations de ses collègues. Et enfin, on entend M. Mollet. M. Mollet, c'est l'agent de sécurité qui indique qu'il a été appelé par le personnel du magasin Aubal, par la vendeuse et la responsable, qui leur ont dit qu'un monsieur était en train de se masturber dans la cabine d'essayage et tout rideau ouvert. Il est arrivé, il a vu que le rideau était ouvert sur environ 40 cm et qu'il vous a vu, intégralement vu, le sexe en érection dans une main, que vous aviez bien du mal à expliquer ce que vous étiez en train de faire. Il a vu que vous aviez un sac qui était ouvert dans lequel il y avait de nombreux paquets de mouchoirs ainsi qu'un certain nombre de paquets de mouchoirs usagés. Il dit que vous aviez la main sur votre sexe en érection et que vous étiez complètement nu. C'est le témoignage de l'agent de sécurité. Alors, quelles explications pouvez-vous donner, monsieur, sur cette situation? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et surtout comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça? Alors, c'est vrai, le 31 août, je reconnais effectivement les faits. Alors, vous reconnaissez quoi exactement? D'avoir été dans la cabine, d'avoir appelé plusieurs fois les vendeuses et de m'être masturbé avec le rideau relativement ouvert. Alors, pour quelle raison? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai aucune explication à donner à ça. Et donc la veille, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose la veille? Non. Alors la veille. La veille, disons que j'ai fait un usage normal de la cabine. J'ai appelé plusieurs fois la vendeuse parce que je devais essayer un maillot de bain. Je pars en vacances, donc je voulais acheter un maillot de bain. Donc j'ai fait un usage normal de la cabine. Madame Altigo, la vendeuse, dit qu'elle vous a clairement vu dans la cabine faire des mouvements de va-et-vient sur votre sexe qui était en érection. Le 30. Non, enfin, j'étais certes nu, mais c'est parce que j'essayais les maillots de bain. Alors, précisons que Madame Altigo, elle n'est pas là le 31. Oui. Donc elle n'a pas assisté à la scène du 31. Et quand elle est entendue sur ce qui s'est passé le 30, elle raconte quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que vous reconnaissez avoir fait le 31. Alors qu'elle n'est pas là le 31, elle ne vous l'a pas vu faire le 31. Elle ne peut pas se tromper, elle n'était pas là le 31. Donc elle ne confond pas le 30 et le 31. Non, mais elle s'est peut-être trompée, parce qu'elle était loin. Et alors, le 30, vous achetez des maillots de bain ou pas? Finalement, non, parce que c'était pas la bonne taille. J'ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé la bonne taille Oui. Et alors pourquoi vous revenez le 31? Pour essayer d'autres tailles, on m'avait dit qu'il y en aurait peut-être d'autres qui allaient arriver. Donc je suis revenu le 31 pour essayer des tailles qui me correspondraient mieux. Comment est-ce que vous expliquez que l'agent de sécurité retrouve dans votre sac une quantité, il indique une quantité importante de sous-vêtements, de nombreux paquets de mouchoirs et pour certains usagés? Ça
correspond bien au fait du 31. J'avais. La quantité importante de sous-vêtements dans votre sac et la présence de plusieurs mouchoirs usagés, ça interroge, étant observé qu'il vous interpelle alors que vous n'avez pas fini votre affaire, monsieur. Ça, je ne l'ai pas fait dans le magasin. On peut si on articule les déclarations de la vendeuse sur le 30 et la présence dans votre sac de plusieurs mouchoirs usagés, on se pose la question, on se demande si c'est pas quelque chose, en effet, vous avez peut-être fait d'une manière un petit peu plus répétée que juste le 31. Non, c'était la première fois le 31. Et vous ne veniez pas pour ça au magasin? Non. Pourquoi tant de sous-vêtements dans votre sac? Comme je vous dis, je pars en vacances, donc il fallait que je prévoie. Disons qu'avec. J'ai dû acheter pas mal de sous-vêtements donc dans d'autres magasins. Et uniquement des sous-vêtements? Non, j'avais été dans d'autres magasins précédemment pour acheter d'autres vêtements, mais ce jour-là, je venais acheter des sous-vêtements. Ça vous est déjà arrivé par le passé de vous retrouver dans ce genre de situation un peu gênante? Jamais. J'ai peut-être évoqué une histoire au Maroc, mais en fait, c'est parce que cette situation après le 31 était particulièrement honteuse et donc j'ai essayé de justifier par une répétition. Je sais pas, j'étais assez confus, donc j'ai essayé de justifier par cette histoire de Maroc, mais finalement, en fait, elle est pas réelle. Est-ce que vous avez, quand vous étiez en garde à vue, vous aviez expliqué une histoire de soucis de santé au niveau du sexe, tout ça, c'était faux? Oui, c'était aussi pour essayer de justifier, mais même c'était assez honteux. Est-ce que vous avez, maître, pour la partie civile, des questions sur les faits? Monsieur le procureur, sur les faits, des questions? Vous les reconnaissez totalement? Vous les reconnaissez partiellement, ces faits? Je connais le 31, le 30, non. Pas d'autres questions? Maître, pour la défense, vous avez des questions pour être prévenu? Oui, très bien. C'est que pour la journée du 30, le témoignage de ces deux femmes, en fait, l'une affirme qu'elle est la seule à l'avoir vue et que les autres ne l'ont pas vue. L'autre affirme exactement la même chose, donc je pense qu'on se trouve quand même là un certain problème. On peut imaginer que dans une telle situation, la moindre des choses serait quand même d'en parler. Et pourquoi est-ce que le vigile n'a pas été appelé? Je pensais plus à des questions au prévenu. Excusez-moi. Non, je n'ai pas de questions. J'essaie simplement d'éclaircir ce point-là. Pas de questions? Pas de questions. On va parler un peu de vous. Pour ce que j'en sais, pour ce qu'en dit votre casier judiciaire, vous n'êtes pas connu des autorités judiciaires. Votre casier judiciaire ne présente aucune mention auparavant. Vous n'êtes pas concerné par des procédures en cours, des convocations en attente dans les tribunaux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans le même centre commercial. J'ai une licence d'art plastique. Vous faites quoi dans ce centre commercial? Je travaille comme vendeur. Sous quel type de contrat? CDI, CDD? Il me semble que c'est un CDD. Et votre rémunération est quelle? Environ au SMIC. Vous vivez seul, en couple? En ce moment, je suis en couple. Depuis longtemps? Depuis quelques temps. Non, ça doit faire 2 mois.
d'enfants? Vous avez été soumis dans le cadre de la procédure à une expertise psychiatrique. Vous avez été interrogé un peu sur votre histoire personnelle par le psychiatre. Vous avez expliqué que vous considériez avoir eu une bonne éducation, jamais avoir été spécialement maltraité, ni sur le plan physique, ni psychologique, ni sexuel. Une enfance qu'on devine à peu près sans histoire. Pas d'antécédents sur le plan psychiatrique et psychologique, pas de difficultés particulières. Il s'agirait de votre première garde à vue, donc votre premier contact avec la police et l'autorité judiciaire. Vous parlez d'une relation sans histoire avec votre compagne, et le psychiatre, au vu de l'ensemble de ces éléments et au vu de votre entretien avec lui, déclare que vous ne souffrez d'aucune pathologie particulière. Vous n'avez jamais été particulièrement suivi sur le plan psychiatrique. Vous évoquez un mode de fonctionnement familial stable, aucun trait de personnalité pathologique, aucun trouble psychopathologique particulier, aucune conduite addictive, pleinement responsable de vos actes. Je dirais qu'on a la description d'un citoyen lambda sans pathologie ni trait particulier. On en vient à la question qu'on peut se poser, c'est comment vous en arrivez à commettre ces faits, monsieur. Comme je vous ai dit, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Enfin, disons que ça a été assez soudain. J'avais même pas spécialement je voulais pas vraiment qu'on me voie spécialement. Non, je sais pas vraiment du tout ce qui s'est passé. C'était soudain. Vous avez laissé le rideau ouvert quand même, monsieur. Oui. Mais enfin, je pense pas qu'on pourrait me voir autant. Comment vous avez réagi après votre sortie de garde à vue? Est-ce que ça a entraîné cette histoire-là, des réactions, des changements particuliers? Déjà, cette expérience était assez éprouvante. J'ai réfléchi, je regrette mon acte. C'est pas un acte glorieux, je le recommencerai plus. Vous avez, je sais pas, essayé de consulter quelqu'un, entamer un suivi, quelque chose? J'ai réfléchi. Vous avez réfléchi tout seul? On en a parlé avec ma compagne. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense, votre compagne? C'est une situation particulièrement délicate. Elle a été un petit peu surprise en vous voyant revenir. Oui. Vous lui avez expliqué, vous lui avez dit... Déjà, elle a été informée par les plaintes par la police. Puis après, au bout d'un moment, il a fallu lui expliquer. Voilà, et donc forcément, on a dû... D'accord, mais pas de suivi particulier, pas... Et alors, avec le recul, toujours pas plus d'explication à votre... Non, je sais toujours pas. Et avec plus de recul, mon acte me paraît encore plus incompréhensible en fait. Est-ce que vous avez des questions pour la partie civile? Questions pour le parquet? Aucune question. Ah, aucune question, pardon? Aucune question. Ah, Excusez-moi. Alors, on a une partie civile. Vous représentez laquelle de ces jeunes femmes? Je représente les deux vendeuses. Les deux vendeuses. Vous avez la parole pour les intérêts. Je demanderais que la responsabilité de monsieur soit engagée au titre de sa responsabilité pénale pour que le dommage causé dans le magasin et que les vendeuses puissent avoir des conditions de travail décentes, vu que monsieur a troublé l'ordre public par son exhibition sexuelle, vu que les faits me semblent caractérisés. Au-delà de ça, je demanderai que la responsabilité civile de monsieur soit engagée et qu'il répare le préjudice causé à ces vendeuses du fait de son exhibition sexuelle. En effet, il a causé un certain trouble dans les conditions de travail de ces vendeuses. Donc il me paraît décent que le tribunal lui accorde leur accorde des compensations financières pour réparation de cette infraction.
De plus, je demande cette réparation pour le choc que ça a causé aux deux victimes de cette infraction. Pas chiffré. Si elle demande 200 € à titre d'indemnisation. Alors, indemnisation de quel préjudice et pour quelle victime? Indemnisation de chaque victime, elle demande chacune 200 € pour le choc que ça a causé. En effet, ça leur a causé un dommage moral et un choc émotif. D'accord. Donc c'est noté, 200 € demandés au titre du préjudice moral pour chacune des deux vendeuses, donc Madame Altigo et Madame Mortier. Merci. Le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bien que le public soit peu nombreux ce soir, sachez qu'au regard de l'infraction qui est reprochée à Monsieur Vitou, votre décision est attendue à l'extérieur avec beaucoup d'attention. Et pour cause. Qu'il soit qualifié d'odieux, de monstrueux ou d'incompréhensible, il est des actes d'une gravité telle qu'aucune épithète ne paraît assez forte pour exprimer les sentiments de l'opinion publique à leur égard. L'indignation, la répulsion, l'effroi. Ainsi en est-il des agressions sexuelles dont fait partie l'exhibition sexuelle. Réprimée au titre de l'article 222-32 du Code pénal, l'exhibition sexuelle relève des comportements outrageants, c'est-à-dire des infractions qui n'impliquent pas de contact avec les victimes, des infractions qui n'ont pas pour but d'obtenir d'elles un certain comportement sexuel, mais qui portent néanmoins indéniablement atteinte à la pudeur du public. Pour que cette dernière soit matériellement caractérisée, deux conditions sont posées par le Code pénal. En effet, il doit s'agir d'un acte de nature sexuelle et d'un acte exhibé, c'est-à-dire ayant reçu une publicité. Concernant tout d'abord la nature de l'élément matériel de l'infraction, il doit être question non pas d'un écrit, non pas d'une parole, mais d'un acte impudique. Cette dénomination comprend à la fois les rapports sexuels, les gestes obscènes, mais aussi et surtout l'exhibition des parties sexuelles du corps. C'est ainsi que tous les actes sexuels réalisés publiquement sont visés par le texte d'incrimination, et ce, quelle que soit la prétendue légitimité que pourrait revêtir cet acte. Toutes les excuses, tous les motifs qu'avance le mis en cause pour justifier ces actes ne doivent pas, juridiquement, être pris en compte. Et je m'étonne ce soir de la position adoptée par M. Vitou, car, à en croire le dossier, il nie totalement les faits, or ce soir, il semble les reconnaître partiellement. Quoi qu'il en soit, plusieurs témoignages semblent attester de la nature sexuelle des actes commis par lui. La responsable de magasin, Mme Bat, a dit aux enquêteurs que M. Vitou se masturbait dans la cabine d'essayage, que ces derniers étaient déjà venus la veille, et qu'une autre vendeuse, à savoir Mme Altigo, avait elle aussi vu M. Vitou se masturber dans une cabine d'essayage. De même, l'agent de sécurité intervenu sur les lieux au moment des faits a confié aux enquêteurs qu'il avait vu M. Vitou intégralement nu. Et il certifia par ailleurs que ces derniers avaient le sexe en érection et une de ses mains au niveau du pénis. Il apparaît donc manifeste que M. Vitou ait commis des actes de nature sexuelle. Quant à la publicité de l'acte, elle ne fait pas non plus l'ombre d'un doute. En effet, lorsque l'article 222-32 du Code pénal prévoit que l'acte incriminé doit être imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public, cela signifie qu'une personne, au moins, doit avoir été involontairement témoin de cet acte. Or, en l'espèce, les procès-verbaux indiquent que plusieurs personnes ont été témoins des actes impudiques de M. Vitou, si bien que ces dernières, certaines d'entre elles, à savoir Mme Altigo, Mme Bat et Mme Mortier, ont porté plainte contre ce dernier. Et le fait que l'intéressé ait à chaque fois interpellé les vendeuses pour attirer leur attention démontre bien que ces dernières n'ont pas volontairement recherché le spectacle qui s'offrait à leurs yeux. Il en résulte alors que la matérialité de l'acte d'exhibition sexuelle commis par M. Vitou est bien caractérisée. S'agissant maintenant de la dimension morale de cette infraction, il convient de rappeler que si en vertu du principe d'indifférence des mobiles, il importe peu de savoir si l'exhibition sexuelle a été commise dans la volonté de choquer d'autres personnes ou de satisfaire une pulsion naturelle, il nous faut en revanche, en l'absence de précision donnée par l'article 222-32 du Code pénal et conformément à l'article 121-3 de ce même code, rechercher un dol général. Eu égard à l'infraction reprochée, il s'agit de démontrer que M. Vitou a voulu son acte d'exhibition tout en ayant eu conscience que cet acte était impudique. Ici, la première de ces deux composantes ne pose pas de difficulté, étant donné que M. Vitou a bel et bien exhibé son sexe.
Il ne pourra donc que difficilement prétendre qu'il n'a pas voulu cet acte. Quant à la deuxième composante, il apparaît que la configuration des lieux soit à même de révéler l'impudicité de l'acte. La conscience de l'impudicité de l'acte. En l'espèce, l'acte ayant été commis dans la cabine d'essayage d'un magasin de lingerie, M. Vitou ne pouvait qu'avoir conscience de cette impudicité. Toutefois, si à rebours de mon raisonnement, vous jugeriez que M. Vitou n'a pas eu clairement la volonté d'imposer à ces actes à la vue d'autrui, il me faut alors vous rappeler que la jurisprudence se contente parfois d'une négligence de l'auteur de l'infraction pour entrer en condamnation, et ce, comme l'a encore démontré la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 janvier 2016. C'est alors en toute logique qu'il vous faudra conclure que tant d'un point de vue moral que matériel, les actes reprochés à M. Vitou sont constitutifs de l'infraction d'exhibition sexuelle telle que prévue à l'article 222-32 du Code pénal. En tant que membre du ministère public, protecteur de l'intérêt général, permettez-moi d'insister sur la gravité des faits commis dans cette affaire par le prévenu. En effet, tout comme le viol, l'exhibition sexuelle est une forme de violence sexuelle, et à ce titre, elle doit être ardemment combattue. Et ce, a fortiori lorsque les victimes de cette agression sont des personnes mineures. Or, en l'espèce, la responsable du magasin a indiqué aux enquêteurs qu'au moment des faits, les clientes du magasin étaient des jeunes filles de 13 ans, accompagnées de leur maman. Il vous reviendra donc de ne pas oublier cet élément de fait lors de votre délibéré et d'en tirer les conséquences quant au choix de la peine que vous déciderez d'infliger à M. Vitou. Le caractère grave de l'infraction commise par lui est donc indiscutable. Pour autant, il me faut nuancer mon propos dans la mesure où M. Vitou n'a pas d'antécédent judiciaire. Il aurait d'ailleurs connu à l'occasion de cette affaire sa première garde à vue. Il n'est répertorié ni au STIC ni au FIGES, qui est le fichier regroupant les auteurs d'infractions sexuelles. Cependant, d'autres éléments du dossier plaident incontestablement en sa défaveur. En effet, l'examen psychiatrique établi à son sujet rapporte qu'il n'avait pas, au moment des faits, le discernement aboli ou altéré et qu'il ne présentait pas de pathologie psychiatrique ou neurologique susceptible de modifier son caractère et son comportement. Cela m'amène à soutenir l'idée que la mise en cause peut être déclarée pénalement responsable des actes qu'on lui reproche et pour lequel il encourt une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. D'ailleurs, je vous demanderai d'entrer en voie de condamnation et de prononcer à l'encontre de M. Vitou une peine adaptée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité de la personne prévue. En ce sens, je retiens contre lui une contrainte pénale, sanction prévue à l'article 131-4-1 du Code pénal. En effet, à la suite de Raymond Saleil, éminent juriste français, j'ai bien conscience que les courtes peines sont pour notre système pénitentiaire semblables à de véritables plaies. La contrainte pénale, en tant qu'alternative à l'emprisonnement, permet d'astreindre le condamné à des obligations tout en permettant de mettre en œuvre à son profit un suivi renforcé, évolutif, mais aussi et surtout individualisé. Faire le choix d'une telle peine apparaîtrait cohérent au regard de la personnalité et de la situation matérielle et sociale du prévenu. En effet, ce dernier est primo-délinquant et dispose d'un emploi, à savoir celui d'animateur de vente. Par ailleurs, d'après les experts psychiatres, il ne développe pas de pulsions auto-agressives ou hétéro-agressives, autrement dit, il n'est pas dangereux. Infliger une telle peine à M. Vitou aurait pour conséquence de le soumettre à des mesures de contrôle et d'assistance, ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant sa réinsertion dans la société. Et ce, pendant une durée comprise entre 6 mois et 5 ans, que vous fixerez d'après votre intime conviction. Enfin, si vous déclarez M. Vitou coupable des actes qu'on lui reproche, je vous inviterai par ailleurs à le condamner à payer à mesdames Altigo, Batte et Mortier la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. Merci de la parole. Je vous remercie. Envie de dire. Monsieur le Président, Madame du tribunal, il y a manifestement des dossiers qui sont plus faciles à comprendre que d'autres. Qu'est-ce qui peut pousser un homme diplômé, qui a une copine, qui a un emploi, qui a une vie sexuelle épanouie? Qu'est-ce qui peut pousser un homme comme ça à sortir et à aller se mettre nu dans un magasin de vêtements? Eh bien, on va essayer d'y répondre, mais avant toute chose, j'aimerais retourner à la journée du 30 août. Cette journée-là, monsieur le procureur, que vous n'avez pas mentionné, parce que cette journée-là, elle est importante, puisqu'il s'agit c'est ce qui fonde la demande de la partie civile, Madame Altigo. Mais qu'est-ce qu'on a? Déjà, il y a une erreur. On signale à la page 7 du rapport Madame Mortier-Yolande. Mais il n'y a pas de Mortier-Yolande. Il y a une Madame Mortier-Bérénice et il y a une Madame Altigo-Yolande.
Et cette Madame Mortier-Yolande, quelques lignes plus loin, enfin il y a mention de Madame Altigo-Yolande. Donc on peut supposément penser qu'il s'agit de Madame Mortier-Bérénice, qui dit avoir, donc Madame Mortier-Bérénice dit avoir vu ce jour-là se masturber, non, elle dit avoir vu ce jour-là, oui, Monsieur Vitou dans une cabine nue, mais justement, elle dit simplement qu'elle pensait qu'il était nu, mais elle ne dit à aucun moment qu'elle n'a vu son sexe. Elle ne dit à aucun moment. Elle dit qu'elle n'avait pas vu son haut, et donc que probablement il n'y avait pas son bas. Mais elle ne donne... c'est qu'une impression. Alors oui, il y a le témoignage bien sûr de Madame, de Madame Altigo, mais finalement, il n'y a pas d'élément définitif qui permet d'affirmer sans l'ombre d'un doute que M. Vitou avait l'intention de s'exhiber ce jour-là. M. Vitou, il est déjà venu plusieurs fois dans ce magasin, mais c'est son habitude. Lorsqu'on se change, voilà, on veut mettre un maillot de bain, alors on retire également son caleçon, ça me semble quelque chose de normal. Même si, donc voilà, ça va pas. Donc je vous demanderai de relaxer Monsieur Vitou sur les faits du 30 août, tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'éléments, et surtout, c'est ce que j'ai oublié de préciser, mais des témoignages contradictoires, parce que Madame Mortier-Bérénice affirme que ni Madame Mortier-Yolande, ni l'autre vendeuse qui était présente ce jour-là n'ont vu Monsieur Vitou, qu'elle était la seule à l'avoir vu. Et Madame Mortier-Bérénice nous dit exactement la même chose, mais dans son cas, ce qui est quand même étrange. Également un autre élément intéressant, c'est que ni l'une ni l'autre n'ont appelé un vigile, chose qui s'est faite extrêmement naturellement dans la journée du 31 août. Alors pourquoi un tel changement de comportement? Je pense qu'on ne peut que regretter l'absence des deux personnes se revendiquant victimes de cet acte-là, parce que ça ne aurait pu nous fournir des éléments intéressants d'explication, plutôt que simplement les demandes des parties civiles. Donc voilà, pour la journée du 31 août, les faits sont simples, ils sont reconnus. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de monsieur Vitou? On ne sait pas, c'est une pulsion qui peut arriver, c'est la première chose, c'est la première fois que ça lui arrive. Alors je tiens à insister quand même que monsieur Vitou, que j'ai l'honneur de représenter, n'est pas inscrit dans le fichier des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Le psychiatre considérait qu'il n'avait aucune pathologie personnelle, c'était quelqu'un d'absolument normal. Monsieur le procureur l'a rappelé tout à l'heure, vous-même, monsieur le président, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur Vitou est quelqu'un de normal, c'est quelqu'un d'inséré dans la société, avec encore une fois une copine, un emploi, qui a des projets de vacances, qui a des projets pour l'avenir. Et puis, finalement, ce qui est désolant dans ce genre de dossier, et quelque part c'est ressorti à travers la question de monsieur le procureur, c'est les préjugés. C'est les préjugés. C'est toutes les images qu'on se fait de ce penchant un peu sombre de la sexualité. Au XXe siècle, c'était l'homosexualité qui était tabou. Au XXIe siècle, il faut bien reconnaître qu'il y a encore des tabous, des choses auxquelles on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas exprimer, qu'on peut ressentir, mais dont on ne peut pas parler. Il y a des endroits pour ça, il y a des psychologues, bien sûr, il y a des psychiatres, mais M. Vitou n'a personne de ce genre-là dans son entourage. Alors on ne sait pas exactement comment ça peut se passer, mais voilà. Et quand j'entends tout à l'heure monsieur le procureur qui insiste encore lourdement sur le caractère indigne, répulsif, mais je me dis que quelque part, eh bien, c'est tout le problème de ce genre de dossier. Quelque part, c'est tous les problèmes qui existent dans la société qui sont représentés à l'audience. C'est justement tous les préjugés qu'on a sur ce genre d'événement et qui finalement créent un mur, empêchent d'en sortir pour les personnes qui en sont victimes. Parce que je considère que M. Vitou est victime de cette sensation-là à ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Personne ne veut avoir envie, à un X moment, de s'exhiber dans un magasin. On se rend bien compte que c'est quelque chose qui n'est pas moralement approuvé par l'ensemble de la société. Et c'est également cette grille d'explication-là que j'ai, moi, qui permet d'expliquer que devant les procureurs, devant les policiers chargés de l'enquête, il est tenu des propos aussi
aussi pour le moins hâtif, pour le moins contrasté, parce qu'on ne peut pas, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Donc voilà, j'aimerais que vous teniez compte de tout ça dans vos délibérations, que vous teniez compte que ces représentations en matière affective et sexuelle semblent matures, comme nous l'indique le psychiatre, que M. Vitou, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui n'a pas envie d'avoir ce boulet au pied, qui devrait traîner, si on suit les réquisitions de monsieur le procureur, entre 2 et 5 ans. Ce n'est pas quelque chose de souhaitable, surtout pour un délit qui, là encore une fois, on l'a vu, qui a été comparé au viol. Mais il y a un écart de 19 ans entre le viol et l'exhibition sexuelle. C'est d'une nature complètement différente. D'un côté, il y a simplement une pulsion qu'on ne peut pas exprimer, et de l'autre, il y a ce désir de causer réellement du tort dans l'intégrité physique d'autrui. Ce n'est pas quelque chose de comparable. On ne peut pas comparer un délit d'1 an de prison et un crime de 15 ans de prison. Excusez-moi, j'ai dit 20 ans, mais c'est de 15 ans de prison. Donc voilà, ce que j'appelle, c'est tout simplement, M. Vitou a pris conscience de cette erreur-là, ça ne se recommencera plus. Alors je vous demande de permettre à M. Vitou d'avancer dans sa vie. Donc je pense que la condamnation qui aura un sens aujourd'hui serait sans doute une peine d'amende avec sursis qui semblerait adaptée à cette situation-là, dont vous déterminerez bien sûr le montant. Donc pour les réclamations des parties civiles, M. Vitou et moi-même, que j'ai l'honneur de représenter, sommes totalement opposés à la réclamation de Madame Altigo-Yolande, tout simplement, excusez-moi, oui, de Madame Altigo-Yolande, parce que vous ne reconnaîtrez pas l'effet du 30 août, vous ne reconnaîtrez pas l'effet du 30 août 2012, et donc, par déduction, Madame Altigo, qui n'était pas victime des faits du lendemain, ne pourra pas être reconnue partie civile, si vous suivez mon raisonnement. Donc pour le préjudice de Madame Mortier, vous aviserez, mais je pense qu'il est encore une fois important quand même de tenir compte des revenus de M. Vitou. La partie civile demande 200 €, M. le procureur 500 €, mais il faut bien se rendre compte que 200 € c'est un quart du salaire mensuel et 500 € pratiquement la moitié. C'est des sommes considérables pour les économies de M. Vitou. Donc je vous demanderai pas de faire preuve de clémence, mais tout simplement de justice, en tenant compte dans une peine personnalisable, dans une peine personnalisée, donc de tenir compte de la situation personnelle de M. Vitou et lui permettre sereinement de reprendre le cours de sa vie qu'il avait jusque-là emprunté dans une voie parfaitement normale, et ce genre d'affaires ne se retrouvera plus. Je vous remercie. Merci. Monsieur, vous avez dit s'il vous plaît, si vous souhaitez ajouter quelque chose pour votre défense.